Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dans Veto Micro, j'ai le plaisir d'accueillir Lorenza Richard, dont le parcours a loin d'être linéaire et c'est justement ce qui va le rendre passionnant. Alors bonjour Lorenza et encore merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de répondre à mon invitation. Bonjour Annabelle et merci beaucoup pour ton invitation. Comme je te disais, j'aime pas trop parler de moi, je suis assez réservée, mais j'ai décidé de me prêter au jeu et de me dévoiler un peu. Donc, merci beaucoup de me donner l'occasion de le faire. Merci de ta confiance. Alors, pendant tes études, tu enchaînes les petits boulots, les gardes, les remplacements d'ASV pour financer ton cursus. Tu travailles ensuite en clinique canine dans différentes régions. On va voir que tu as pas mal déménagé. Une vie de terrain très intense, un peu fragile parfois aussi, on le verra. Progressivement, une autre voie se dessine, l'écriture d'abord avec la presse professionnelle vétérinaire et même un roman, et la transmission ensuite avec la formation d'ASV. Au fil des années, ton intérêt pour le lien entre l'humain, l'animal et la société en général t'amène vers le droit animalier et la protection animale. Alors, vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va parler médecine vétérinaire, bien entendu, mais aussi identité, reconversion, engagement, quête de sens, et peut-être même musique, si on arrive à te donner un peu de temps libre avant la fin de l'épisode, ce que j'espère. Alors, je le disais en introduction, pendant tes études, tu as fait beaucoup de petits boulots, de remplacement d'ASV, etc. pour financer ton parcours. À quoi ressemblait cette période estudiantine? Tu as fait ton école vétérinaire dans quelle ville? Et pourquoi ce cursus aussi dense pendant tes études? Oui, j'ai dû travailler en fait, donc j'ai pas fait que ASV, j'ai travaillé en tant qu'ASV pendant mes études, mais aussi des petits boulots à côté, c'est-à-dire que j'ai été vendeuse en magasin, j'ai été caissière, j'ai été vendeuse de billets ETCL. J'ai fait beaucoup de choses et pendant l'été, donc je travaillais pendant l'été. Et puis ensuite, donc pour pouvoir me payer mes études de veto. Voilà. Donc tu as fait Lyon, tu disais, est-ce que tu étais proche de cette région ou est-ce que c'était par choix? Est-ce que c'est les aléas du concours qui t'ont mené jusqu'à Lyon? Lyon, en fait, c'est parce que je suis née à Lyon. D'accord. Donc finalement, d'avoir intégré à Lyon, c'était très bien parce que c'était pas très loin de chez mes parents, donc il y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Et donc tu es restée chez tes parents pendant toute la durée de ta scolarité? C'est ça. En fait, j'étais chez mes parents. Alors moi, il faut dire, il faut dire que je suis issue d'une famille d'ouvriers, à la base. Donc, je suis la première à avoir suivi des études après le baccalauréat. Donc, mon père, il est immigré italien. D'accord. Il a son certificat d'études qu'on passait en 6e avant. Mmh. Et ma mère, en fait, elle est à peine allée à l'école. Voilà, c'est ce qu'elle dit, qu'elle a toujours regretté ça. Et ils sont fiers, en fait, d'avoir des enfants qui ont leur baccalauréat. Voilà, pour eux, c'est l'excellence. Mmh. Ils ont raison. Mais du coup, moi, j'étais pas du tout dans une famille où c'était normal d'étudier, en fait. Voilà. Vous êtes combien d'enfants? On est 3. 3, J'ai d'accord. mon frère et ma sœur, ils sont plus âgés que moi. J'ai plus de 10 ans d'écart avec eux. Et moi, j'ai franchi le pas, en fait, pour tout le monde, pas que pour moi, en fait. C'était vraiment franchir un pas de se projeter dans un métier qui paraissait un peu prestigieux, on va dire. Voilà. Quand on est issu de ce milieu modeste dont je suis issue, en fait, être docteur, c'est pas rien. Mmh. Voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, ceux qui ont lu mon roman, ils savent un peu quelles sont mes racines de l'histoire familiale. Pour dire, je me souviens de mes grands-parents, par exemple, une fois, ils étaient venus en France chez mes parents pendant mes études, donc. C'était une période d'évaluation, donc je révisais. J'étais entourée de mes cours
et eux, ils savaient pas lire ni écrire et ils se demandaient à quoi ça servait tous ces papiers Ah oui, et c'est sûr. ça les dépassait un peu. Ils comprenaient pas trop et à 20 ans même, ma grand-mère, elle me disait que, bah, j'aurais dû déjà être mariée, j'aurais dû, avoir ou alors sinon avoir un «vrai travail» entre guillemets, hein, pas des études, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Voilà, donc ça veut pas dire du tout qu'ils étaient pas, intelligents, enfin, c'est pas du tout ça. Ils auraient pu faire eux aussi des études. La preuve, c'est que moi, j'y suis arrivée, donc il y a pas de raison, pour laquelle ils auraient pas pu y arriver, mais que comme tout le monde en fait, hein, mais c'est juste, de la modestie. C'était une sorte un peu de changement de statut social. Voilà, en fait, on va dire ça comme ça. Ouais, je Alors comprends. ça, pour le coup, c'est un problème complètement personnel. Ça explique aussi pourquoi j'ai travaillé, forcément pendant l'été, et puis, bah, pas que pendant l'été, même pendant mes études. Je pense que je suis pas du tout la seule véto dans ce cas, hein, mais finalement, je connais pas trop de confrères, consoeurs qui sont comme moi, ou du moins on n'en a pas trop parlé et il y en a certains qui ignorent, ben, ce que ça fait en fait d'être issu d'un milieu pardon, ouvrier émigré, voilà. Oui, et puis j'imagine que, comme tu le disais, c'est vrai que quelque part tu portes, le succès, ou l'échec. Heureusement le succès, mais pour, bien plus que toi toute seule, pour, l'ensemble de ta famille et pour les rendre fiers. J'imagine que ça a été le cas. Et vétérinaire, tu l'as choisi, parce que dans des métiers prestigieux, en tout cas, dans les idées reçues, on en a plusieurs qui peuvent venir, hein, que ce soit, avocat, médecin, et cetera. Mais, Oui, tout à fait. est-ce que vétérinaire, c'était un choix, qui t'était propre ou est-ce que finalement c'était une opportunité d'aller dans ce cursus d'études vétérinaires? Non, c'était un choix vraiment, propre. Moi, alors au départ, quand j'étais petite, mon but c'était de vivre avec, des animaux, entourée d'animaux, voilà. Donc enfant, alors comme beaucoup, de vétos, hein, comme beaucoup d'entre nous qui avons quand même un lien, particulier avec les animaux, j'avais, un chien, une petite chienne très exactement, qui s'appelait Jessie. Je la considérais comme ma sœur, voilà et moi j'ai toujours été un peu réservée et j'étais souvent avec elle et je l'ai beaucoup observée, j'ai beaucoup appris en étant avec elle, en fait, sur, sa forme de langage, son comportement, sa sensibilité, voilà donc j'ai découvert avec elle qu'elle entendait, qu'elle sentait des choses que les humains, n'entendaient pas, ne sentaient pas. Puis elle était toujours d'humeur égale, elle mentait pas, elle râlait vraiment toujours à chaque fois pour des bonnes raisons, enfin elle jugeait pas, enfin je sais pas, il y avait vraiment quelque chose, que je trouvais très sain chez elle et très vite, j'ai préféré en fait son monde à elle, au monde, des humains qui Mmh. m'entouraient. Ça peut paraître un peu bête comme ça, mais pour moi il y avait, les voitures qui faisaient du bruit, la guerre, enfin ça me plaisait pas trop. Voilà, donc moi j'aurais voulu rester avec ma chienne toute la journée. Et pas aller à l'école, voilà. À l'école, il y avait trop de monde, il y avait trop de bruit, il y avait trop de mouvement, les autres enfants, ils bougeaient trop, alors qu'en fait, je pleurais tout le temps, voilà. Bah, C'était du ça coup, tu as ma dû faire vie. un sacré chemin parce que pour, ne pas aller à l'école et puis finalement atterrir sur les bancs de l'école véto, Bah, c'est ça. Alors en ça a fait, dû, être un sacré, ben, gap, voilà, alors j'ai eu la chance, disons, de ne pas avoir de problème à l'école, enfin de compréhension, disons, Mmh. voilà. Jessie, c'était toujours mon refuge, avec elle, j'étais apaisée et donc j'étais vraiment heureuse de la retrouver quand je revenais de l'école. Mais à l'école, ça s'est quand même bien passé parce que j'ai même sauté une classe. J'ai pas fait de CE1, je suis passée directement du Mmh. CP au CE2 et en fait, à partir du moment où j'ai sauté une classe, bah, ça a été beaucoup mieux et c'est seulement là que je me suis un petit peu décollée de ma chienne, mais et encore quoi, hein, je restais quand même, très sensible et donc pour en revenir à Jessie, bah, elle allait chez le vétérinaire une fois par an, pour ses vaccins, pour qu'on puisse aller en Italie et ce vétérinaire, c'était le papa d'une copine d'école et en fait, c'est comme ça que j'ai eu envie, de devenir vétérinaire, en fait, pour prendre soin des animaux. Alors un peu comme tous les enfants, hein, bien sûr, moi aussi j'ai découpé mes nounours, voilà, mais c'est comme ça que ça m'est venu et puis, ensuite il y a eu un drame, enfin pour moi un vrai drame. C'est-à-dire que Jessie, en fait, elle a disparu quand on était en Italie. Voilà. On l'a perdue. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, voilà. Donc moi ça m'a déchirée vraiment Ouais, sa disparition parce que j'ai perdu, vraiment, ma moitié, et en plus j'ai pas pu faire mon deuil parce que oui, j'espérais qu'on la retrouverait. bien sûr. Voilà, donc j'ai très, très longtemps eu des cauchemars, des vraies crises d'angoisse, j'espérais que enfin, je l'imaginais enfermée quelque part, j'imaginais qu'on lui faisait du mal, enfin c'était affreux. Puis ça a Mmh. duré très longtemps
Et en fait, c'était même plus que de la peine, c'était de la détresse. Et ça a duré en gros jusqu'à ce que j'intègre l'école Veto. Parce que c'est là que je me suis dit bon bah que elle serait trop vieille en fait, Mmh. donc qu'elle était, enfin c'était sûr que là elle était morte et quoi qu'elle ait vécu, bah elle était libérée de ses éventuelles souffrances. Mmh. Et donc l'école Veto, ça a aussi été un peu, enfin l'entrée à l'école Veto, ça a aussi été un peu un voilà un deuil de ma chienne à ce moment-là, voilà. Et c'est vraiment ce contact avec Jessie qui m'a fait aimer énormément les animaux comme des sortes de refuges pour moi et c'est sa perte qui m'a donné envie d'être leur refuge à eux en fait, de les Mmh. protéger. Ouais, vraiment. Et qui a consolidé cette envie d'être vétérinaire en fait. Voilà. Et puis c'est cette vie d'enfant avec Jessie aussi qui m'a appris une vision vraiment différente du monde en fait, une approche, une intelligence différente que heu et j'ai trouvé ça très utile en clinique plus tard en fait. Oui, ce Mmh. que j'allais dire, parce que souvent les enfants, on a une vision peut-être différente et ensuite, elle est un peu façonnée, avec l'expérience qu'on peut en avoir, des études et puis de la confrontation avec la vie active, la réalité du terrain et puis la vie d'adulte et la vie Mmh. de famille. Mais c'est pas si fréquent d'arriver à conserver, sa vision entre guillemets «d'enfant» et puis d'arriver à lui donner, vie, Oui, dans sa vie d'adulte. Ce qui a c'est l'air ça. d'être Bah, le cas. oui. En consultation, c'était bien. Je j'arrivais à approcher, les chiens et ensuite mes parents n'ont jamais repris de chien, mais ils ont, pris, quand j'étais adolescente, des poules et puis une chatte qui était semi-sauvage, qui se laissait Mmh. approcher, par personne, à part, par mes parents et par moi et c'est pareil, cette petite griffette, elle m'a vraiment permis de découvrir aussi l'hypersensibilité de certains chats Mmh. et elle aussi, elle a été, très formatrice, pour l'approche des chats en clinique. Mmh. Voilà. Alors du coup, effectivement, donc tu as fait tes études, a priori la canine, ça avait l'air, d'être la voie un petit peu toute tracée, pour toi. Est-ce que quand tu es sortie diplômée, tu te sentais vraiment prête à exercer? Non, pas vraiment prête en fait, mais même, pas prête du tout. J'allais dire, hem, c'est le vétérinaire de Jessie qui m'a offert mon premier emploi de vrai vétérinaire. Ouais. Donc j'ai appris, plein de choses, hein. C'était très intéressant, c'était très formateur sur tous les plans. Hem, la 1re chose à laquelle j'étais pas préparée, c'était qu'on n'était pas vraiment formé à l'école au côté chef d'entreprise. Je Mmh. trouve, hein. Voilà, alors je parle peut-être d'un temps, que les moins de 20 ans et cetera, mais enfin, moi avec, ma naïveté légendaire, hein, comme chez moi personne n'était patron, on va dire, Mmh. j'imaginais même pas la quantité de paperasse, à faire sur le plan administratif, ce que ça représentait sur le plan financier, de monter une structure, de s'associer, de tenir une comptabilité, d'embaucher des gens, enfin et de respecter toutes les règles d'une structure vétérinaire. Ouais. Tout ce qui est règles d'hygiène strictes dans une structure de soins, les règles de radioprotection. Quand on y pense, c'est un truc pas possible quand même, hein, une clinique véto. Faut dire ce qui est. Hein. Parce que ton premier emploi, tu étais salariée? Voilà, mon premier emploi, j'étais salariée. Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, comme j'ai beaucoup déménagé, j'ai toujours été salariée. J'ai failli m'associer plusieurs fois, mais je l'ai jamais fait parce qu'à chaque fois, soit je redéménageais, soit même après j'ai arrêté la clinique. Donc finalement, ça s'est jamais fait. Et tu déménageais pour des questions de nécessité, de choix, d'opportunité ou parce que finalement tu avais, c'était peut-être des remplats ou des choses qui étaient à durée déterminée ou parce que ça correspondait plus spécialement à ta vision et que tu voulais explorer un peu d'autres facettes? Non, non, j'ai déménagé pour suivre mon mari, tout bêtement. D'accord. Donc voilà, lui, il avait un métier, de niche, on va dire, donc je me disais que des vétérinaires, il y en aurait un peu partout, donc je pouvais le Ouais. suivre. Alors j'étais pas obligée, hein, j'aurais pu ne pas le suivre, j'aurais pu lui dire, d'y aller tout seul et puis moi m'associer quelque part, hein, mais bon, non, je l'ai suivi et du coup, ben, j'ai multiplié forcément les cliniques, dans lesquelles j'ai travaillé et avec, plein de façons de travailler différentes. Alors, c'est très bien, hein, parce que j'ai bougé, Mmh. j'ai multiplié les expériences, donc c'est très positif. Mais par contre, j'ai trouvé quand même très difficile de s'adapter, aux habitudes de chaque véto. Mmh.
voilà, il fallait se réhabituer aux habitudes du veto chez qui on est, alors qu'avant on s'était déjà adapté aux habitudes du précédent. Alors habitude, j'entends technique de chirurgie, protocole anesthésique, médicaments, les plannings, enfin tout ce qui fait une clinique, quoi. Par exemple, au niveau des ovarios, tout bêtement, Mmh. hein. Ah non, moi je fais par la ligne blanche. Ah non, moi je fais par les flancs. Ah non. Donc il faut à chaque fois s'adapter. Moi je prends le crochet, moi je prends pas le crochet. Enfin, j'aurais pu faire selon la technique, mais j'ai toujours voulu m'adapter. Oui, pour Heu, correspondre un peu aux attentes de la structure dans lequel tu étais. voilà, c'est ça. Mmh. Et j'ai même un veto qui voulait pas utiliser de cathéter, donc c'était très pratique. Et j'ai fini par en commander moi-même, hein, mais bon, je devais les lui payer, alors pour dire. Ah oui, effectivement. Voilà. Et puis, bah, je devais un peu à chaque fois aussi faire l'épreuve avec les clients, hein, parce que les mine de rien, à chaque fois, ils mettent un peu de temps pour faire confiance à la nouvelle. Voilà. Mais bon, j'ai rien à dire parce que ça s'est toujours très bien passé avec les gens, donc à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. Voilà. Et tu Et voilà. restais combien de temps à peu près quand, parce que tu dis que tu déménageais beaucoup, mais c'est vrai que si tu restes pas très longtemps, c'est difficile d'avoir, aussi peu, de temps pour se conformer un peu aux attentes des gens et appréhender les habitudes de chacun. Si en plus, tu restes, peu, forcément, à chaque fois tu as l'impression que c'est un éternel recommencement. Ah, mais oui, c'est ça, exactement. Voilà, c'était à chaque fois différent. En gros, tu faisais, alors il y en a, ça a été très court, hein, c'était des remplacements, qui étaient, d'1 semaine, 15 jours, 1 mois, et puis d'autres, disons à chaque fois ça durait 1 an et demi, c'était D'accord. pas beaucoup. Mais n'empêche que, à part, une clinique, disons, où vraiment j'ai pas trop eu le temps, j'étais enceinte en plus, enfin donc voilà. Ouais. Mais sinon pour les autres, à chaque fois, ça s'est vraiment très bien passé et à chaque fois que je suis partie, j'ai eu droit à des petits cadeaux, à des lettres, les gens me demandaient où j'allais, enfin voilà, j'ai ça vraiment au niveau, clientèle, plusieurs fois, je me suis dit: Si je m'installe ici, ma clientèle, elle est déjà faite». Alors ça paraît très prétentieux, hein, mais c'est vrai, Mmh. ça se passait vraiment toujours très bien avec les gens, quoi, voilà. Et du coup, si tu t'es pas associée, c'est aussi essentiellement pour continuer de suivre ton mari et comme vous avez fondé une famille, de te dire qu'il y avait pas finalement de pied-à-terre. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que comme je restais pas, suffisamment longtemps au même endroit, forcément je pouvais pas m'associer, c'était pas possible ou je ne pouvais pas créer, voilà. Mmh. Et d'autant plus que, bah, créer, comme je disais, hein, moi la création en tant que chef d'entreprise, c'était compliqué pour moi, c'était quelque chose que je découvrais complètement. J'ai appris complètement sur le tas tous les métiers, en fait, de notre profession, hein, donc et alors j'avais aussi un petit peu parfois cette pression de la part, d'une partie de ma famille qui me disait: «Bah, vas-y, monte ta clinique, tu allez, comme ça quoi, d'un claquement de doigts», comme si c'était Mmh. facile alors que, bah, non, parce que, ça se fait pas en un jour, il faut y réfléchir, c'est un investissement, heu, très conséquent, administratif, financier, investissement de temps et puis, bah, j'avais quand même 3 enfants donc voilà, Oui, on c'est fait pas les mêmes choses quand on a besoin de créer un compliqué. équilibre, vie de famille, vie professionnelle, Mmh. surtout quand, on bouge beaucoup, effectivement. Voilà, exactement. Alors progressivement, j'imagine sans forcément trop le prévoir au départ, il y a une autre facette du métier qui a pris de plus en plus de place dans ta vie. Je pense, tu me dis si je me trompe, je crois que c'était vers 2008-2009, tu commences à écrire pour la presse professionnelle. Comment cette opportunité, elle est arrivée jusqu'à toi finalement? Ouais. Moi, j'étais quand même très sensible aux animaux du fait, de Jessie, sans doute, hein, mon rapport avec elle et d'avoir un peu vécu dans un monde, j'allais dire plus canin qu'humain quand Mmh. j'étais enfant. J'ai et voilà, j'ai toujours été aussi, très empathique et j'avais du mal avec, les impératifs de rentabilité. Notamment, bah, voilà, j'étais complètement déconnectée, de tout ça. Enfin bon, je pourrais t'en reparler. Et puis il y avait l'impossibilité de soigner certains animaux par manque de moyens des propriétaires. Mmh. Les euthanasies aussi, j'avais, de plus en plus de mal. Enfin bref, il y avait quand même pas mal d'aspects paradoxaux du métier.
Et à un moment, j'ai pensé vraiment faire autre chose que la clinique. J'avais ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle du soignant, cette fameuse, fatigue, qui est insupportable, qui est aiguë, donc c'est vraiment, et puis tout ça, ajouté à mon quotidien de mère de famille, ce qui fait qu'à un moment, j'ai pensé à faire autre chose, mais j'osais pas trop passer le pas. Et puis un jour, j'ai assisté à des conférences, à Paris sur, une exposition qui s'appelait Bêtes et hommes, et où étaient abordées les notions, d'Umwelt, de conscience animale, et cetera. Et alors ça m'a tellement passionnée que je me suis permis de contacter les revues professionnelles pour leur Mmh. proposer un article sur ce sujet. Voilà. Donc il y a une revue qui m'a répondu positivement, mais à condition de trouver un angle qui intéresse les vétos. Oui. Alors, j'ai du mal à comprendre, pourquoi, parce que pour moi, c'était évident que les vétos, s'intéressaient à ce sujet, mais en fait, pas du tout. Voilà, donc on m'a répondu que non, qu'ils voulaient se former sur la façon d'établir un diagnostic, sur les techniques de chirurgie, qu'ils voulaient être informés des nouveaux médicaments, du nouveau matériel, enfin bref, tout ce qui est traité dans la presse, véto, quoi. Et donc mon sujet, il arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, voilà, un peu Mmh. philosophique, un peu trop scientifique, enfin C'était peut-être juste avant-gardiste finalement, parce que oui, on en revient aujourd'hui, on en parle énormément et c'est très bien parce que ça ouvre le débat mais peut-être c'était un petit peu tôt, t'étais précurseur. c'est ça, oui, oui, c'était il y a quasiment, il y a 19 ans, donc Mmh. tu Bon, n'empêche que mon article, il a quand même été, pour publication, donc j'étais ravie. Et quelques jours après, il y a un rédacteur donc de cette revue, alors c'est la Mmh. semaine vétérinaire, je sais pas s'il faut la citer, mais Bien sûr, on peut la il m'a citer. contactée en me proposant, de faire des comptes rendus de conférences d'un congrès véto qui était à côté de chez moi. J'étais en Bourgogne à ce moment-là, et mes articles ont convenu, et c'est comme ça que j'ai été engagée comme pigiste, quelques mois plus tard. Voilà, avec, de plus en plus de commandes d'articles sur tout un tas de sujets qui intéressaient les vétos, donc tu as Mmh compris. mh. Mmh. Et aussi les ASV. Mais bon, régulièrement, je suis toujours revenue avec des propositions de sujets sur, le bien-être animal, l'éthique animale, et même il y a, en 2014, je crois, j'ai même eu un sujet sur la conscience animale, donc incroyable que ce sujet paraisse. Mais bon, voilà. Je crois qu'en effet, alors bon, peut-être que je me fais une grosse crise de mégalomanie, hein, mais je crois qu'en effet, j'ai été, enfin, on a été en tout cas les premiers à publier des articles sur les 5 libertés du bien-être animal, Mmh. même avant que la chaire bien-être animal existe, si mes souvenirs sont bons. Et puis, voilà, donc alors en effet maintenant, toutes les semaines quasiment, il y a un article sur, ces sujets-là, et puis sur le bien-être, des vétérinaires, et voilà. Alors évidemment, il y a l'évolution de la société, hein, qui prend tout ça en compte désormais, et c'est un grand tant mieux, je suis très contente de ça. Mais bon, j'aime bien croire, enfin j'espère, hein, que j'ai contribué, on va dire, à une certaine prise en compte de ces sujets, et à ce qu'ils soient abordés dans la presse véto, puis que Mmh. maintenant ils deviennent, incontournables pour les vétos, voilà. Un sujet Mmh. incontournable, c'est sûr. Est-ce que ça te plaisait déjà d'écrire ou est-ce que tu as dû te conformer un peu à l'exercice, et trouver un petit peu des choses ou est-ce que c'était, un peu naturel? Non, non, j'adorais ça, j'ai toujours Mmh. adoré écrire. J'ai toujours adoré écrire, donc ça, alors vraiment, c'était pas un problème, au contraire. C'est bien, c'était un bon moyen finalement de rallier deux choses que t'aimes bien. Voilà, c'est pour ça que ça a pris de plus en plus de place. Et puis en même temps, j'avais aussi, contacté, APForm, GIPSA à Mmh mh. l'époque, parce que enfin, comme je passais dans pas mal de cliniques, il y avait aussi pas mal de turnover, on va dire, dans les ASV en D'accord. clinique, dans plusieurs cliniques dans lesquelles j'étais. Et les vétos chez qui, je travaillais, me demandaient, à moi de former les ASV. Donc je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, autant, pareil, le faire de façon, professionnelle». Et donc l'idée de donner des formations et de rédiger des cours et des évaluations pour les ASV, ça, c'était quelque chose que j'envisageais aussi. Et quand je les ai contactés, justement, ils cherchaient quelqu'un, donc je suis bien tombée. Et donc c'est comme ça que j'ai fini par cumuler, la rédaction d'articles pour les revues professionnelles et la rédaction de cours et donner des formations pour les auxiliaires vétérinaires. Et tout ça, au bout d'un moment, ça a fini de Mmh. par faire un peu de temps. Donc j'ai complètement arrêté la clinique. Voilà. Avec D'accord. l'idée que j'y retournerai peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé,
le temps, l'envie de le faire. Voilà. Oui, ou l'angle sur lequel le faire, effectivement, pour que ça corresponde aussi à tes aspirations. Voilà, il y a ça aussi. Voilà. Donc tu fais toujours la formation pour les ASV et l'écriture dans la presse professionnelle, ou c'est des Alors, sujets? écriture dans la presse presse professionnelle, ça oui. Formation ASV, j'ai arrêté fin d'année là, fin D'accord. 2025. Mais pourquoi pas y retourner. C'est pas du tout, c'est pas. Ça dépendra de ce que je fais. Je veux dire. Voilà. Est-ce que tu avais l'impression que le fait de plus pratiquer, ça te redéfinissait autrement qu'en tant que véto-praticien, ou est-ce que ça t'a jamais trop embêté de se dire il y a plein de façons différentes d'être véto, et si je fais plus de pratique pour l'instant, c'est pas grave, j'y reviendrai ou pas d'ailleurs, mais je suis vétérinaire quand même, vétérinaire différemment. Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que moi de m'arrêter, ça ne me dérangeait pas du tout, Mmh. mais j'ai eu des remarques de la part de mon entourage, en fait. Je parle pas forcément famille, hein, même mes Oui, enfants, vétos, qui me disaient: «Mais c'est bête d'avoir fait autant d'études pour finalement ne pas être en clinique. Mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu t'arrêtes?» Enfin, c'était pas compris. Mmh. Et voilà, même de la part d'amis enfin, sur le coup, j'ai eu l'impression d'être un sous-véto, en fait, d'être une Ouais, espèce de je véto comprends. raté. Et puis finalement, non, parce qu'on peut très bien continuer à être vétérinaire, mais différemment. Je suis jamais sortie du milieu vétérinaire, en fait. Même au contraire, voilà, je suis toujours au courant de l'actualité et et par force entre guillemets même, j'allais dire, puisque pour rédiger des articles, il faut, être au courant des dernières actualités pour pouvoir les transmettre à nos confrères et consoeurs. Et puis, dans le cadre aussi des interviews, je recueille beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires de vétérinaires, de leurs problèmes, voilà. Et donc je reste complètement au cœur de toutes les problématiques, de notre profession finalement. Et tu les Donc comprends d'autant mieux. voilà, et je les comprends d'autant mieux, et d'autant mieux que, il y a certaines problématiques des jeunes en ce moment que j'arrive à comprendre, parce que moi Mmh. aussi, j'y ai été confrontée. Quand on me parle de sensibilité et cetera, je comprends tout à fait, parce que moi ça a été mon gros problème, Mmh. tout le long, de mon exercice. Donc finalement voilà, je me sens quand même encore véto malgré tout, mais différemment. Alors c'est peut-être aussi un message à faire passer, aux jeunes qui peut-être, des moments ne se reconnaissent pas dans la pratique. C'est pas grave d'arrêter la pratique, le tout c'est de continuer à prendre soin des animaux autrement, comme je le fais. Alors je le fais par les articles, c'est une chose, mais je le fais aussi dans le cadre de la protection animale. Et ça, c'est voilà, il y a des tas de façons en fait d'exercer notre métier de vétérinaire. Il y en a qui travaillent aussi, dans les labos, enfin, ouais, chacun en Ouais, fait ce complètement. qu'il a envie de faire. On est un métier multiple, donc il faut en profiter. Et si quelque chose ne correspond pas, c'est pas Faut grave, trouver un autre chemin. nous correspond, voilà. Alors c'est vrai que puisqu'on parle des idées reçues, un petit peu du jugement des autres, on imagine souvent les vétérinaires un peu scientifiques, même très Mmh scientifiques. Alors c'est aussi mh. lié à l'exigence du cursus, hein, et aux modalités de sélection. Mais finalement, toi, tu exprimes fortement une dimension émotionnelle, littéraire. Et du coup, j'avais envie qu'on parle de ce projet que tu as mentionné tout à l'heure dans ton parcours, c'est-à-dire l'écriture du roman. Donc tu disais que tu adorais écrire, et que ça a été d'ailleurs un atout dans la presse professionnelle, mais tu as écrit Enfant du Salento, inspiré en partie de la vie de ton papa, si je me trompe pas. Comment ce projet est né, et à quel moment tu as eu vraiment envie de lui donner vie? Alors, il y a quelques années, mon papa m'a raconté son histoire, qui est une histoire, assez dure, assez triste. Bon, je le tannais un petit peu pour qu'il me raconte, ce qui s'était passé, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose, là-dessous. Alors que c'est quelqu'un de très gai. Il a toujours sa guitare, il chante, enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un, qui met de la joie un peu partout où il passe. Enfin, Mmh. c'est une personnalité, on va dire. Et heu et finalement, il s'est confié à moi, et j'ai trouvé que c'était tellement un roman qu'il me racontait, que je me suis dit: «Non mais c'est pas possible, il faut que je le raconte, à
il faut que je le raconte dans un livre. Mmh. Et puis, je me suis dit: «Ben, pourquoi pas commencer à écrire un roman?» Et j'ai commencé à le faire et puis c'est resté comme ça pendant quelque temps et il y a quelques années, mon papa est tombé malade et je me suis dit: «Mais je veux lui offrir» et donc je l'ai écrit. J'avais changé la fin. Je lui ai fait lire le manuscrit, je lui ai dit: «Est-ce que ça te plaît cette fin?» Il m'a dit: «Oh oui, très bien, ça me plaît bien». Et comme j'avais pas envie d'attendre, de contacter les éditeurs, d'être acceptée, enfin, je l'ai auto-édité. C'est ma fille qui a fait la couverture, qui a dessiné. C'est une histoire de famille et C'est beau. je lui ai offert donc le livre, voilà, un vrai roman, on va dire, avec une vraie couverture, avec son nom Siciliano, dessus, voilà, parce que je m'appelle Lorenza Siciliano Richard, en fait. Mmh. Donc Siciliano, c'est mon nom de jeune fille, et alors, le nom, voilà, est sur un livre, un roman, et puis qui parle de lui. Alors c'est très chouette. Voilà, il était très ému et puis, c'est une histoire, qui se poursuit parce qu'au départ, c'était vraiment pour lui offrir que je l'avais écrit et pour ma famille. Mais, il plaît, il se vend. A priori, les gens, sont contents de ce livre, Mais enfin, comment le livre a rencontré son public si tu l'as auto-édité? Hem, Ça m'intéresse parce que je trouve ça super de se dire que un projet qui était à vocation familiale ou a existé dans un petit cercle pour une raison très particulière, franchit finalement ce cercle pour, ensuite rencontrer un public. Mais, hem, oui. qui tu en as fait la promotion quelque part ou en fait c'est juste le bouche à oreille ou? Alors, en fait, j'ai choisi la facilité au départ, c'est-à-dire que je l'ai, publié sur Amazon D'accord. et donc il y a eu un bouche à oreille au départ, mais avec, amis enfin, Mmh. dans la famille et puis avec les amis. Mais ça a plu aux amis, donc ils en ont parlé à leurs amis et comme il était disponible sur Amazon, il s'est vendu sur Amazon D'accord. et il y a plein de gens qui m'ont dit: «Mais tu sais, c'est un vrai roman, il faut enfin, c'est vraiment bien, il faut que tu l'envoies à un éditeur, il faut» et je me suis dit: «Non, j'ai pas spécialement envie». Ils m'ont dit: «Mais il faut que tu démarches, il faut que tu ailles dans les librairies vers chez toi, il faut le faire connaître». J'en ai parlé donc moi j'habite à Bron maintenant, c'est dans la région lyonnaise. J'en ai parlé, à au libraire de Bron qui l'a lu et qui m'a dit: «Oh oui, 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 oh, faut venir, voilà et tu vas le présenter, devant tout le monde». Donc j'ai commencé à le présenter, il en a vendu je sais pas combien dans sa librairie. Alors là, pas par Amazon, hein, c'est, en fait, je suis passée du coup par un imprimeur, D'accord. donc voilà parce que, forcément les libraires ils aiment pas Amazon et donc j'ai dû faire comme ça, de l'imprimer chez un imprimeur. J'en ai imprimé plein d'exemplaires qui se vendent et j'ai contacté aussi plusieurs, les maisons des Italiens vers chez moi, enfin Mmh. et qui sont tous intéressés et qui me proposent tous de faire des dédicaces, voilà. Donc là, j'y suis allée avec mon papa, plusieurs fois. Il est allé chanter, alors il est trop content, hein, même en étant malade, hein, il est quand même, très heureux de faire ça. Je trouve que c'est vraiment magnifique de partager ça avec lui, heu et puis il est passé même dans la presse locale, il y a son histoire qui a été racontée, enfin je trouve que ça a pris des proportions qui me dépassent et auxquelles je m'attendais pas du tout, parce qu'au départ, c'était vraiment entre lui et moi. Mmh. Mais je trouve ça génial. Voilà, c'est trop Bah, bien. c'est super qu'ils puissent en profiter et que vous puissiez le vivre ensemble Mmh. surtout parce que Mmh. ça va au-delà de votre Mmh. lien, mais quand même ça j'imagine que ça l'a beaucoup renforcé. Est-ce que l'écriture, c'est quelque chose, généralement surtout quand on écrit sur ses racines, sur sa famille, est-ce que ça t'a appris quelque chose sur toi? Ou est-ce que tu l'as vraiment fait uniquement, pour lui? Hem, alors j'ai appris, alors déjà, moi je suis quelqu'un de, très, très, sensible, enfin voilà, il y a des gens qui m'ont dit que j'étais, hypersensible que et là c'est ressorti parce qu'on me disait: «Mais comment tu peux décrire, le sud de l'Italie comme ça alors que tu y étais seulement quand tu étais enfant? Comment tu peux décrire les sensations?» et cetera. Mais en fait, ça me paraît enfin, moi je décris juste ce que je ressens en fait. Mmh. Donc et j'ai pu constater que, c'est pas tout le monde
qui ressent ce que je ressens ou qui a l'empathie que j'ai, que Mmh. j'avais déjà remarqué quand j'étais en clinique, hein, évidemment. Alors, c'est pas un super pouvoir, hein, c'est pas quelque chose de merveilleux, mais au contraire, je trouve ça même plutôt handicapant d'être comme ça des moments parce que voilà, d'avoir toutes ces sensations. Mais disons que j'ai constaté ça. Et puis l'histoire, c'est vraiment l'histoire d'un garçon euh, qui est un peu malmené et qui doit prendre sur lui vraiment pour changer de milieu social. Et ben ça aussi, ça me parle un peu. Alors évidemment, pas du tout dans la même, on n'est pas Proportion. du tout dans les mêmes proportions, mais c'est vrai que j'ai eu un peu aussi cette impression-là, et je crois que même ma famille l'a eu quand justement j'ai intégré l'école Veto et que je passais dans un monde qui était voilà, celui des gens qui réussissent, celui des docteurs, celui des sachants, enfin alors Mmh. dit comme ça paraît idiot, hein, mais c'est vrai. Pour nous, c'était ça. Mmh. Non, je pense il y a beaucoup de gens qui racontent quand même, quelque part qu'ils n'étaient pas, soit prédestinés, soit dans un milieu qui favorisait l'accès à ce type de carrière, hein, que ce soit, dans les professions, médicales ou autres et on peut comprendre que, en dehors du côté très difficile de la sélection et cetera, bah, c'est un double enjeu finalement d'arriver à entrer, dans une école vétérinaire quand on a cet objectif à la fois, d'ascenseur social, j'ai envie de dire, et en plus de réussite, tout simplement parce que c'est un concours et que donc ça présage pas de ce que vont faire les autres. Donc c'est un enjeu qui est vraiment très, très, très important, à Oui, double titre. oui, c'est ça, et surtout que, même quand j'étais au collège ou même au lycée, quand je disais que je voulais être vétérinaire, il y avait pas mal de personnes qui me disaient: «Mais attends, toi vétérinaire, comment veux-tu faire vétérinaire? Enfin, c'est pas Mmh. possible». Et moi, enfin, j'ai jamais eu de difficulté à l'école, donc à chaque fois, j'avais quand même des profs qui me disaient: «Ah bah oui, vas-y, tiens, tu peux, tu as les Mmh. capacités». Voilà. Alors donc d'un côté, on me disait que j'avais les capacités et que je réussirais sans problème, et d'un autre côté, on me disait: «Non mais attends, tu vu d'où tu viens? Tu crois vraiment que tu vas y arriver?» Donc Mmh. là aussi, c'était très paradoxal, et comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est le problème, c'est pas, enfin, il y a ce côté, oui, concours, ce côté, y arriver intellectuellement et cetera, mais il y a aussi ce côté y arriver, socialement, et ça, c'est autre chose, en fait. C'est Mmh. vraiment quelque chose de différent. Voilà. Je pense que, en effet, quand on vient d'un milieu, où c'est normal d'étudier, où on a les capacités, je sais pas, administratives, encore une fois, parce que moi j'ai tellement découvert tous ces trucs-là, Mmh. ou même les capacités financières pour Financière, aider oui, aussi. à monter une clinique, pour aider à, voilà, à faire prendre un prêt, un crédit, enfin, c'est complètement différent que d'arriver en disant, «Coucou, bonjour, je suis docteur Bisounours, j'arrive avec toute ma bonne volonté et je vais soigner les animaux», et bah non, en fait, hein. Mmh. Là, on tombe de haut quand même. Oui, il y a à la fois la fierté d'être arrivé, là où on voulait arriver et finalement la réalité qui, est peut-être un petit peu moins rose que celle qu'on espérait au départ parce qu'il y a quand même encore des obstacles, des freins, ou en tout cas des difficultés Oui, à dépasser. voilà, Alors, c'est ça. ce qui est intéressant dans ton parcours, tu l'as déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment un fil conducteur, j'ai l'impression, c'est la question centrale du lien, alors entre l'humain et l'animal en tout cas, et Mmh. puis, plus globalement avec la société, et c'est ça qui t'a amené vers le droit et la protection. Alors, quand est-ce que tu as repris, des études avec ce diplôme de protection animale à l'ENSV et puis ton DU ensuite de droit animalier à Limoges? Donc quand est-ce que tu as eu envie de reprendre ces études et pourquoi surtout, tu as ressenti le besoin d'avoir, ces compétences ou ces diplômes, complémentaires, à ce moment-là de ton parcours? Donc moi, en fait, dès le départ, hein, j'avais envie vraiment de protéger les animaux. Donc je l'ai fait par le biais vétérinaire, heu, mais je me disais que c'était pas suffisant. Je trouvais, on n'en a pas parlé, mais je pourrais t'en parler, je trouvais que les gens, en général, et même les vétos, je mets un peu les pieds dans le plat, hein, mais n'étaient
pas très sensible à la sensibilité animale, si j'ose dire. Voilà. Alors je parle pareil, hein, c'était il y a 30 ans, mais voilà, il y avait un petit peu de problème à ce niveau-là, je trouvais souvent. Et donc, Bah, surtout si c'est par rapport à ton échelle de valeur, forcément. oui, Si voilà, toi tu étais très sensible, tu devais trouver d'autant plus décevant entre guillemets que les vétérinaires n'y accordent pas la place que tu lui accordes. voilà, c'est ça. Mmh. Donc dès que mes enfants étaient un peu plus grands et puis dès que je suis revenue dans la région lyonnaise, je me suis dit bon allez là j'y vais, je me lance. Alors pareil, hein, moi je suis pas quelqu'un de terrain et je me disais je vais pas aller dans la protection animale de terrain parce que c'est quelque chose pour lequel je sens que j'ai pas les épaules. Donc je vais faire quelque chose, disons au niveau peut-être plus décisionnel. Donc essayer de changer les lois, mais bon, j'avais rien pour ça. Et c'est pour ça que tout de suite j'ai passé mes 2 diplômes de droit, donc un en 2018 et l'autre en 2022. Et en fait, j'ai fait partie même de la première promo du DE protection animale de la science au droit de l'ENSV en 2018. Et puis j'ai eu l'occasion depuis octobre 2023 d'être vice-présidente du Conseil national de la protection animale. Donc c'est une association qui œuvre justement pour la reconnaissance de certains droits des animaux. Je suis aussi membre de plusieurs autres associations, notamment l'association contre la maltraitance animale et humaine et l'association de protection des animaux par le droit. Et je pense que oui, voilà, ça vient vraiment de mon envie enfant d'être le refuge un peu des animaux. Mmh. J'aimerais que vraiment les animaux ils soient pris en compte et en tant qu'individu souffrant, intelligent, alors d'une autre intelligence, hein, bien sûr. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, j'allais dire depuis que je suis enfant. Et puis j'ai découvert quand même en clinique, malheureusement, la maltraitance animale. Concrètement. Mmh. Concrètement, et même Bien à sûr. l'école. Ah oui, déjà. Mmh. Ouais, je trouve. Ça a été quand même quelque chose d'assez compliqué. Alors autant à l'école, ça s'est bien passé avec les étudiants, hein. J'ai même eu des amis, enfin c'est là que j'ai rencontré des amis formidables, hein, voilà, je leur fais un bisou s'ils m'écoutent parce que ces amitiés-là, vraiment, elles sont précieuses pour moi. C'est vraiment des gens, des belles personnes. Mais par contre, j'avais été quand même assez choquée de la façon dont on traitait les animaux à l'école Veto. Euh, pour moi, alors bon, c'était il y a 30 ans, hein, donc ça date pas d'hier, mais j'avais trouvé que c'était vraiment à l'école Veto où on est censé apprendre à prendre soin des animaux, justement, de leur santé, de leur bien-être, etc., que j'avais trouvé limite la normalisation, alors en tout cas la minimisation de la souffrance animale. Voilà. Je trouvais que les animaux, ils n'étaient pas vraiment considérés comme des sujets, Ouais. ils étaient considérés vraiment comme des objets au service des étudiants, au service de la science, au service de la société, voilà. Et ça a été vraiment une déception, mais dès la première année, ça m'a vraiment, vraiment déçue. Tout ça, j'espère que ça fait partie des choses qui existent plus, mais à ce moment-là, on nous expliquait que c'était normal, que c'était parce qu'on allait le faire en clientèle, parce qu'il fallait apprendre. Moi, plusieurs fois, franchement, ça m'a même donné envie d'arrêter. Ouais. Heu, Après, si on se replace dans le contexte, effectivement, c'est que 2015 qu'on a légiféré sur la position de l'animal doué de sensibilité, hein. Donc, on peut comprendre aisément que 20 ans en arrière, on ait le sentiment que c'est un peu une autre époque. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup normalisé dans le bon sens, mais en tout cas, il y a une prise de considération très différente sur le bien-être animal et sur la façon de traiter les animaux. Mais pour autant, c'est vrai que ça reste relativement récent à l'échelle oui, tout à fait. de la Oui, pratique. c'est ça. Ça fait là maintenant, ça fait déjà quand même quelques années que c'est vraiment pris en compte et tant mieux. Entre autres, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait le plateau de simulation à l'école Veto Ouais. qui est jamais la première fois sur un animal vivant. Mmh. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, quand je vois ça, moi, j'ai même l'impression d'avoir fait Veto, comme on dit, trop tôt. J'aurais Oui, parce que aimé ça que ça correspond fasse plus pour moi. aujourd'hui, en tout cas les outils correspondent plus à ta façon de voir, Voilà. aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Oui, je pense qu'à l'époque, on nous apprenait des techniciens, en fait, comment établir un diagnostic, comment traiter. Enfin, alors c'était très intéressant, hein, je peux pas dire le contraire, mais par contre, le côté émotionnel, le côté approche de l'animal, c'était très peu abordé. Et Ouais. même dans les stages, hein, j'ai vu des écornages à vif, etc. Et
Et c'était, enfin quand je disais: «Mais là attention, les vaches elles ont mal», enfin les vétos ils me rigolaient au nez quoi. Mmh. Donc c'est vraiment ce rapport à la sensibilité animale qui m'a vraiment posé problème, très rapidement. Même au niveau des étudiants alors, il y en a même certains qui paraissaient pas du tout choqués par ce qui se passait. Alors je dis bien qu'ils ne paraissaient pas Oui, choqués, parce que peut-être qu'ils l'étaient il aussi, l'était, mais dans le déni, voilà. Mais je pense qu'à leur décharge, c'était tabou. C'était hors de question de montrer sa sensibilité, en fait. Il fallait mmh, s'endurcir. C'était le message, hein, de certains enseignants, de certains vétos en stage. Pas tous, hein, heureusement, mais voilà, on soigne l'animal comme ça, on lui fait mal, ben oui, mais bon, c'est pour lui, et puis voilà. Et très rapidement même, moi, on m'a dit que j'avais une sensibilité, déplacée, une mmh. hypersensibilité, qui était pas normale, voilà. Et j'ai même, une véto qui m'a expliqué que j'avais une sensiblerie déplacée. Alors ce mot, ça m'a épatée parce que sensiblerie, c'est vraiment hyper péjoratif, en fait, hein. C'était vraiment Oui, complètement. dénigrer mon truc, limite, m'humilier, en fait, hein, m'expliquer que j'étais inférieure. Et donc, voilà, écoute, c'est pas grave. Donc moi, j'encaissais, hein, comme tout le monde. Et puis il y avait aussi autre chose, c'est que cette sensibilité à l'époque, c'était quand même lié aussi à la féminité. Oui, On avait droit aussi à notre lot, de remarques, hein. c'est ce que j'allais te demander. Vous étiez à peu près quelle proportion de filles dans ta promo? Je crois qu'on était quasiment une des premières promos à commencer à être à peu près équilibrées. À 50-50. Voilà, pas tout à fait, mais je pense que c'est peut-être la promo d'après qui a été équilibrée. Nous, on était, à peu près, ouais, à peu près moitié-moitié, mais donc du coup, c'était par certains, c'était mal vécu, hein. Je me souviens même de cours de rural où, le prof de rural nous disait: «Mais, non, mais attends, laisse ta place là, à un garçon parce que toi, de toute façon, toi, tu vas t'occuper, au chien-chien, ça m'énerve, ou alors tu seras à la maison en train de t'occuper de tes gosses, donc Mmh. laisse-les apprendre, prends pas leur place». Et voilà, avec ma Mmh. copine, enfin avec une de mes copines, sur le coup, on s'était pris ça nous avait pas plu. Donc voilà, c'était quand même très compliqué aussi, et j'espère que ça aussi, ça a disparu avec la féminisation de la profession. En tout Voilà. cas, je pense que c'est un facteur qui a justement, permis, de laisser s'exprimer cette sensibilité et que cette Ouais, sensibilité, elle était sûrement justifiée puisque force est de constater qu'il y a un certain nombre de choses, fort heureusement, qui n'existent plus et qui ont été remplacées par d'autres outils, tout aussi mmh, intéressants et qui tout permettent à d'être, fait. d'être bien formés sans Voilà. porter atteinte, aux animaux. Alors tu disais que tu es, vice-présidente du CNPA depuis, presque 3 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un peu le rôle de cette structure? Ouais, alors le CNPA, c'est une association qui a été, créée par un vétérinaire qui s'appelle, Fernand Méry en 1970, donc c'est pas d'aujourd'hui, et qui a, évolué, enfin voilà, qui a fait, vraiment beaucoup de choses pour la protection animale, depuis 1970, qui a vraiment fait évoluer les choses. Et ensuite il a eu, une baisse d'activité, et il a vraiment repris son activité donc en octobre 2023 avec l'élection du nouveau bureau dont j'ai fait partie. Le bureau a un peu, changé, depuis, mais notre, but, c'était vraiment de promouvoir, la protection animale, on va dire. Mais on est, plusieurs vétérinaires, hein, donc je suis pas la seule, on est 4 vétos dans le bureau. Il y a aussi, une avocate, une journaliste et une ingénieure, agronome, et on avait plusieurs projets, notamment de faire des plaidoyers et cetera, mais finalement on s'est concentré sur un seul sujet, oui, un seul projet. Ça a été la création de la ligne 3677 SOS maltraitance animale, qui est en fait une ligne de signalement des maltraitances animales par les par le grand public. D'accord, donc tout le monde, entre guillemets, peut utiliser le 36-77 dès lors qu'il a une suspicion ou qu'il est témoin, Voilà, de maltraitance sur un animal. exactement. Et Toutes donc espèces confondues. toute espèce confondue. On a des répondants, et la ligne, va ensuite, diriger les personnes, vers le service ou l'association de protection animale, ou voilà le plus adapté pour la prise en charge de l'animal. L'enquête est prise en charge aussi par le CNPA, donc il s'est beaucoup agrandi ces derniers temps. Oui, vous êtes très nombreux finalement parce que j'imagine que c'est un sujet vous avez beaucoup d'appels.
voilà, il y a énormément de bénévoles sur le terrain. En fait, on a été complètement dépassés au début, parce que déjà la ligne, elle a ouvert juste avant les vacances, donc en juin 2024, hein, c'est-à-dire, 8 mois après, la création du bureau. Donc en 8 Oui. mois, on a monté tout ça. Ça a été un travail énorme. Enfin, moi, j'ai pas compté mes heures, hein, ça a été vraiment quelque chose, de monstrueux. Mais voilà, on a fait tous les protocoles, de façon à ce que tous les protocoles, toutes les procédures, pour que les répondants puissent au mieux, voilà, rediriger les gens vers, ce qui pourrait être le mieux dans la prise en charge de Mmh. l'animal. Et les répondants, ils sont tous bénévoles? Non, les répondants, D'accord. sont payés, ils sont sur une plateforme. On a beaucoup, beaucoup de bénévoles, mais on a aussi, 2 salariés. On a des référentes, enquêteurs. On a aussi des avocates qui travaillent pour nous, pour, Mmh. des cas compliqués et tout ce qui est procédure, même en cas de cession d'animaux et cetera, ou les plaintes. On a tout un tas de refuges partenaires. Alors j'en profite, Bien je sûr. sais pas trop parler du 3677, mais j'en profite, pour vraiment remercier encore, tous nos partenaires et toutes les personnes qui travaillent pour nous et tous nos bénévoles et même nos prestataires. On a aussi des prestataires qui travaillent pour nous et ils font un travail, incroyable. Enfin, c'est une vraie fourmilière même sur le terrain et tout le monde est très, très, très engagé et que ce soit même salarié ou prestataire, personne ne compte ses heures en fait, hein. Donc, Mmh. c'est voilà, c'est vraiment un engagement en faveur des animaux. Je trouve ça, super de voir, tous ces gens motivés vraiment, pour faire ça. Et maintenant, au bout de 2 ans de fonctionnement de la ligne, parce que ça fait 2 ans là, Ouais. fin juin, que la ligne est en service, il y a une vraie confiance qui s'est installée. La ligne commence à être vraiment connue et on a aussi, comme je disais, encore plus de partenaires. On a des bénévoles, sur quasiment tout le territoire français. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'est, énormément, étendu, qui a énormément évolué et et donc je suis vraiment, ravie, on va dire, Mmh. d'avoir, fait partie et de faire partie, de ceux qui ont monté ce projet. Voilà. Il est en constante évolution, hein, tout le temps, donc j'ai un peu de mal des fois même à en parler parce que d'un mois sur l'autre, ça évolue. Là, il est encore en pleine évolution et donc ouais, sans doute que d'ici la fin du mois, il aura encore, quelque Mmh. chose de nouveau qui sera passé. Mais, en tout cas, voilà, une vraie fierté, une d'en faire partie et d'avoir pu mener ce projet à bien. Il y a un peu une dualité quand même quand on parle, enfin en tout cas je la ressens comme ça parce que à la fois c'est super parce qu'on se dit c'est un beau projet, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, ça voudrait dire peut-être que la société est en train de changer un peu son regard sur la maltraitance et de le prendre en charge, mais d'un autre côté, si vous avez beaucoup d'appels, etc., ça doit quand même être difficile à gérer émotionnellement de se dire qu'il y a encore énormément de cas de maltraitance. Comment tu arrives à éviter un peu l'épuisement émotionnel quand tu travailles sur des sujets aussi impactant émotionnellement? Alors j'ai la «chance» entre guillemets, moi, de faire partie du bureau. Mmh. Donc en fait, je réfléchis, en amont, on va dire. C'est-à-dire Oui, que plus je que réfléchis aux procédures, je réfléchis, je suis plus, voilà, je suis protégée de cet aspect, terrain. Moi, je trouve que les bénévoles qui sont sur le terrain, nos enquêteurs, et même nos référentes, enquêteurs, qui sont alors elles confrontées directement à la mmh, souffrance animale, qui vont chez les gens, qui sont confrontées des fois même à la violence des gens, bien sûr. ils ont quand même des sacrées épaules, quoi. Et Mmh, je leur reconnais ce courage énorme que moi j'aurais pas forcément. Je le reconnais, hein, il faut mmh. reconnaître aussi, ses faiblesses, donc je le reconnais et c'est pas que je suis, protégée, dans mon bureau de tout ça, mais c'est vrai que, de réfléchir à tout ça en amont ou d'essayer de trouver des solutions quand il y a un problème, mais sans être impliqué directement, ça permet Oui. d'avoir un certain recul et donc de pas avoir cet impact émotionnel direct. Mmh. Finalement, le fait, de ne pas être dans chaque situation, chaque cas particulier sur le terrain et d'être plus en amont, ça te permet d'avoir une distance, la bonne peut-être distance pour pouvoir, aider à la recherche de solutions et ne pas être trop impacté par chaque histoire. Voilà, c'est ça exactement.
Tout à fait. Et c'est ça qui me permet d'ailleurs de continuer à pouvoir m'investir, même dans les décisions à prendre, et cetera. Problème que, par contre, j'avais en clinique. Parce qu'en clinique, on est Oui. face aux gens. Et là, c'était différent. C'est pour ça que d'ailleurs le travail en clinique m'a appris ça sur moi, heu, que je ne pourrais pas forcément supporter d'être au contact d'animaux, souffrants ou de personnes quelquefois, qui ne les comprennent pas, ou directement, ou de personnes, de mauvaise foi, ou Mmh. et voilà, que j'aurais vraiment du mal là-dessus, et que ma place était, bah, plus, au niveau, je sais pas comment dire, Oui, plus dans la consultation et la décision est dans le process plus que dans l'opérationnel, quoi. exactement. Après, il faut de tout. Il faut des gens pour faire bouger les lignes et il faut aussi des gens sur le terrain capables de remonter les informations, de gérer les situations et de donner les bonnes infos pour que d'autres puissent aussi en tirer des conclusions. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que ça se passe en bonne intelligence. Est-ce que toi, justement, aujourd'hui, sur cette évolution-là, tu dirais que la maltraitance est peut-être mieux contrôlée, moins fréquente, mieux prise en charge? Quel est un petit peu ton ressenti sur l'évolution sociétale de la maltraitance animale? Je trouve qu'il y a une vraie évolution sociétale, hein. Les gens sont, heureusement, maintenant de plus en plus sensibles, au à la sensibilité animale. On le voit beaucoup, hein, même, chez les jeunes qui veulent plus manger, de viande, qui se rebellent contre l'élevage industriel, c'est une vraie évolution sociétale, et une vraie évolution sociétale qui va en plus, bah, dans le sens, qui me va bien. Donc j'en suis ravie. Après, c'est vrai qu'il reste encore énormément de méconnaissance des besoins des animaux, et ça, c'est vraiment le problème. Au 36 77, on a 85% des appels, enfin des signalements traités, on va dire, Oui. qui sont des signalements pour négligence. Pas Mmh. tellement pour maltraitance, genre, quelqu'un qui va violenter son animal, mais à quelqu'un qui ne sait pas que, il doit donner à manger tous les jours, que le chien doit sortir, que, bah, ces animaux, même ces nacs, ont besoin de certaines, conditions de vie, sinon, bah, ils meurent ou ils tombent malades. Ce sont des éleveurs qui sont dans des situations, financières tellement catastrophiques que eux-mêmes sont au bord du suicide, et donc leur troupeau, il est complètement délaissé. Mmh. Enfin voilà, il y a vraiment cette négligence, en fait, qui reste, Méconnaissance. Ça me voilà, fait par penser un peu, méconnaissance. alors c'est des cas très, 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 très particuliers et relativement rares, mais un peu, au syndrome de Noé avec des gens qui accumulent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller faire des vaccins, chez quelqu'un qui avait 19 chats dans un tout petit appartement et de se dire: «Sûrement qu'il y a une vulnérabilité de ces gens qui ne pensent pas, mal faire» parce je pense qu'ils sont foncièrement, attachés à leurs animaux et qu'ils essayent de bien faire, mais soit c'est de la méconnaissance, soit c'est de la négligence, soit c'est un mélange de tout ça, mais effectivement, c'est peut-être pas voulu, de faire du mal, mais les conséquences, sont les mêmes, hein. Oui, c'est ça, et Mmh. c'est pour ça d'ailleurs que pour les procédures, c'est ça qui était un peu compliqué, parce que la législation n'est pas du tout la même si l'animal est un animal domestique ou un animal Ouais, sauvage. Si enfin bon, voilà, hein, bien c'est sûr. très si c'est un animal de compagnie ou un animal, d'élevage. Bref, donc c'est pour ça que les procédures sont très différentes. Ce sont même pas les mêmes intervenants, hein, Ouais, qui peuvent, bah, justement intervenir ouais, dans ce cas-là. Et il y a aussi une autre problématique, c'est qu'il y a la violence volontaire et la violence, involontaire. ouais, Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence involontaire. Alors violence, par négligence, mais c'est de la violence quand même. quand même. Quand un Ouais. chien, reste toute la journée, sans manger dans ses excréments parce que la personne, a pas envie, ou est déprimée, ou elle fait pas exprès. Elle aime son chien, mais en même temps, c'est trop compliqué, et elle n'y arrive pas. Donc Mmh. c'est bon, c'est compliqué, je trouve, cette souffrance humaine aussi derrière la souffrance animale. Très souvent, c'est révélateur. Il y a une vraie souffrance, des éleveurs derrière un troupeau délaissé. Il y a des enfants, qui sont, maltraités,
par leur père qui maltraite leur chien. Voilà, il y a une vraie relation entre les maltraitances humaines et animales. Et ça, je l'ai découvert aussi en clinique. Et ça a été très compliqué pour moi. Et du coup, aujourd'hui, ça serait quoi le rôle des structures vétérinaires aujourd'hui dans ce dispositif pour essayer d'éradiquer ou en tout cas de dépister suffisamment précocement ces taux ces cas de maltraitance qui permettraient de les prendre en charge plus vite et d'éviter que ça se dégrade? Ouais. Avant, seuls les vétérinaires sanitaires pouvaient déclarer des cas de maltraitance qui étaient constatés dans les élevages où ils étaient vétérinaires sanitaires. Depuis la loi contre la maltraitance animale de 2021, Oui, la loi d'Ombreval. tous les vétérinaires peuvent signaler une suspicion de maltraitance qu'ils auraient constatée pendant leur consultation, D'accord. maltraitance grave. Donc moi je dirais, il faut pas hésiter. Alors, moi par exemple, ce qui m'a donné vraiment envie de m'investir dans la protection animale, c'était le cas que j'avais eu, c'était une consultation, un chien que j'avais eu donc en consultation et la personne me dit: «Oh mon chien, il est tombé dans les escaliers». Donc voilà, moi j'étais très focalisée sur les animaux, dans mes consultations, je regardais pas trop les gens. Voilà, par rapport à ça aussi, j'ai découvert par rapport à mes confrères ou consoeurs qui parlaient beaucoup avec les gens. Moi évidemment, je parlais avec les gens, mais j'étais surtout focalisée sur l'animal. Et l'animal, en fait, j'ai vu qu'il avait des brûlures de cigarettes, des choses qui ressemblaient à ça. Je me suis dit: «Non, ça, c'est pas en tombant dans les escaliers qu'il peut se faire ça». Donc j'ai interrogé la propriétaire qui lui semblait hésiter. Et au bout d'un moment, je la regarde pour lui dire: «Mais attendez, c'est pas normal». Et en fait, j'ai vu qu'elle avait un énorme œil au beurre noir, qu'elle cachait sous les cheveux et directement, parce que j'ai dû faire une tête pas possible en voyant son œil au beurre noir que j'avais pas encore remarqué. Et tout de suite, elle m'a dit, «Oh là là, faites-lui s'il vous plaît le traitement par injection parce que si mon mari découvre que je suis venue chez le vétérinaire, s'il voit des médicaments, il va se mettre en colère, ça va être l'horreur». Donc j'ai prétexté d'aller chercher l'injectable dans la pièce d'à côté pour aller en parler au véto chez qui je travaillais à ce moment-là. Et je lui ai dit: «Au secours quoi, qu'est-ce qu'on fait?» Parce que cette dame, elle est en danger, le chien, il est en danger, les enfants au milieu, ils sont en danger. Et le véto, il m'a répondu: «Écoute, on est vétérinaire, on n'est pas assistante sociale. Donc tu fais la piqûre au chien et puis ciao». Et sur le coup, je me suis dit: «Waouh, c'est ça qu'on peut faire?» On peut pas signaler aux forces de l'ordre, on peut pas signaler aux services sociaux, on peut rien faire. Ben non, parce qu'il y a le secret professionnel. Voilà. Et donc c'est ce secret professionnel qui maintenant peut être levé en cas d'urgence, de en cas suspicion. d'urgence, en cas de suspicion. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il faut pas hésiter à le faire, mais je comprends en même temps que mes confrères, consoeurs hésitent à le faire parce que ce sont leurs clients. Donc signaler un client pendant leur consultation, c'est pas forcément, enfin l'anonymat, comment le respecter? C'est compliqué en fait. Oui, bien Et sûr. puis maintenant, avec tous les avis sur les réseaux sociaux, enfin c'est Oui, on s'expose à un «préjudice» entre guillemets, ensuite ou à des voilà, c'est ça. représailles, qui sont difficiles à quantifier. Exactement. Donc c'est compliqué. Mais ce serait à faire quand même. Voilà, ce serait bien ça que ça devienne un peu un réflexe. Oui, après ça fait partie aussi des responsabilités. Ça dépend comment on voit les choses, mais c'est sûr que autant la situation que tu as décrite tout à l'heure est complexe parce que on se dit que même si on veut aider la dame, le fait est qu'elle repart chez elle et que le temps que les forces de l'ordre interviennent, il peut se passer suffisamment de jours pour la mettre en danger réel et on lui propose rien comme protection. Autant quand ça se limite à l'animal, on peut vraiment s'interroger sur la responsabilité du vétérinaire et de se dire Oui. maintenant que c'est possible, pourquoi, enfin quels seraient les freins à ne pas activer ce process-là pour mettre en sécurité l'animal. Oui, c'est ça. Mais ça va s'améliorer, ça n'arrête pas enfin les choses bougent beaucoup puisque déjà comme tu disais, ça fait 2 ans sur cette ligne et finalement ça commence déjà à porter ses fruits.
La loi d'Ombreval, elle est relativement récente aussi. Il y a eu, alors Oui. certes, c'est pas du tout parfait et il y a pas de enfin, tout n'est pas encore bien rodé sur le terrain, mais il y a eu quand même des volontés, notamment avec le certificat d'engagement et de connaissance pour essayer de Oui. sensibiliser les futurs propriétaires aux besoins de leurs animaux. Donc, il y a quand même un certain nombre d'initiatives, en tout cas, qui vont dans ce sens maintenant. Je pense qu'avant qu'on en mesure, les bienfaits réellement sur le terrain, il va se passer plus du temps. C'est légitime, hein. C'est comme à chaque fois, on met des initiatives en place et puis après, on recueille les fruits parfois longtemps après, mais c'est déjà bien qu'il y en ait. Oui, c'est ça, exactement. Et puis les vétérinaires aussi, ils ont beaucoup évolué, hein, il y a pas que la société. Mmh. Moi, enfin, pareil, hein, je me souviens quand j'ai commencé à l'époque, il y avait beaucoup de vétos qui avaient des manières, d'un autre temps, on va dire, hein, en fait, qui étaient pas forcément tendres avec les animaux. Voilà, qui considéraient encore qu'il y avait des chiens qui étaient, dominants et qu'il Oui. fallait, les prendre par la peau du cou et puis, bah, au bout d'un moment, il allait se calmer. Enfin, voilà, donc moi, j'étais un peu une extraterrestre, pareil quand j'ai débarqué en clinique, hein. Heu, alors à l'école, je faisais un petit peu comme tout le monde, mais quand j'ai commencé en clinique, j'ai refusé, tout ce qui était, contention musclée. J'ai toujours, pris mon temps pour rassurer les animaux. J'ai très rapidement refusé, tout ce qui était euthanasie de convenance aussi et ça a pas plu du tout. J'ai refusé certaines méthodes de soins. Enfin bon, je rentrerai pas dans les détails, mais, il y a plein de choses que j'ai pas faites. Mmh. Contraire d'autres choses que j'ai faites, par exemple, j'avais, ce qu'un des vétos m'a dit, j'avais vraiment une approche mémère à toutou. Voilà, parce que, moi, bah, qu'est-ce que je faisais? Je leur parlais aux animaux. Enfin, c'est ce que j'avais appris à faire, enfant, en fait, hein, qu'on parle pour rassurer, qu'on s'assoit à côté pour être à la hauteur, on prend un temps pour initier le contact. Alors maintenant, ça paraît complètement normal de faire ça. Oui. Mais il y a 30 ans, je passais vraiment pour une originale, voilà, on va dire ce Ouais. mot, parce que c'est un mot gentil, mais c'était pas forcément très bien pris et puis, enfin voilà, j'ai toujours eu ça, cette, compréhension de l'état émotionnel des animaux en moi donc ça me paraissait complètement, normal en fait et ça me paraissait naturel et Mmh. j'avais même du mal à comprendre que ça le soit pas pour les autres vétos. Voilà. Alors si on l'a pas, hein, c'est pas grave. On l'apprend, c'est pas un jugement des autres, hein, c'est pas un reproche. On est comme Mmh. on est et puis avec notre histoire, avec notre sensibilité, donc c'est pas un souci. Mais j'ai compris aussi à quel point je comprenais les animaux, on va dire, différemment. Voilà. Alors pareil, ça n'a rien à voir avec, un don d'éventuelle communication animale. J'entends que c'est la mode en ce moment, enfin, Oui. j'y crois très peu, voilà. Mais c'est juste une compréhension, en fait. Je sais pas comment l'expliquer, voilà. Et donc si j'avais été consciente de ça plus tôt, je pense que ça m'aurait quand même pas mal aidée parce que, j'aurais pu en parler, j'aurais pu la faire connaître et je l'ai jamais fait. Alors que, ben, je trouve que c'est quand même hyper important l'approche de l'animal dans notre métier. Alors évidemment, j'étais pas la seule, hein, quand même à être douce avec les animaux. J'ai aussi, bossé chez des gens qui étaient comme ça, mais finalement j'ai retenu quand même ceux qui étaient un peu problématiques et qui me disaient: «Mais enfin», par exemple, il y a un véto chez qui j'ai bossé, qui m'avait recommandé de rester bien droite devant les gens, pour montrer que j'étais un grand docteur. Parce que sinon quand même, de quoi on a l'air, pour les gens, si on s'accroupit devant le chien, qu'on lui parle, enfin, on a l'air débile, il faut pas faire ça. Alors, bah, moi je lui ai dit: «Ben oui, mais moi je suis comme ça, donc je m'en fiche moi de ce dont j'avais enfin je m'en fichais complètement de ce que j'avais l'air, pour les gens, enfin de ce dont j'avais l'air pour les gens pardon. Je voulais être bien vue par, le chien, par le chat. C'est lui que je soignais, c'est lui dont je m'occupais, donc en fait il y avait que lui qui m'intéressait. Voilà Mmh. et puis surtout en faisant ça, en réalité, les gens ils adoraient parce qu'ils venaient voir le grand docteur qui avait la science infuse, bon OK, mais de voir que le docteur en question, il s'intéressait à leur animal, que tout se passait bien, bah, ils étaient ravis en fait et hem et en fait, c'est pour ça que quasiment partout où je suis passée, ben, ça s'est bien passé avec les gens, comme je l'ai dit, parce qu'ils me trouvaient, bah, par rapport, aux vétos chez qui j'étais, souvent Mmh. qui étaient donc vétos un peu plus âgés, on va dire, ils me trouvaient, calme, ils me trouvaient douce, ils trouvaient que j'expliquais bien, ils Plus trouvaient vraiment accessible. ils trouvaient plein de qualités et que surtout, ben, même avec leurs animaux, que je lui faisais pas mal, que, enfin bref donc
à ce veto là qui trouvait que j'avais des méthodes cucul à lune, finalement, j'aurais pu lui dire bah oui, mais regarde, toi, les chiens qui rentrent dans ta clinique, il y en a un sur deux qui te monte les dents, il y en a un sur deux qui essaye de se cacher sous une chaise, il y en a un sur deux qui se pisse dessous, qui se pisse dessus, pardon, de peur en fait, hein. Alors que le même chien avec moi, il me fait des fêtes, il monte tout seul sur la table de consulte. Donc peut-être que tu pourrais prendre exemple. Voilà, je Mmh. trouvais que les vétos qui ne tenaient pas compte de ça, ils passaient vraiment à côté de quelque chose. Je trouvais ça Ouais. dommage en fait. Alors que finalement, aujourd'hui, on va prôner, les soins low stress, les happy visits à la clinique pour que l'animal, Oui. ne vienne pas systématiquement pour des choses désagréables, et on essaye de favoriser le training médical et cetera. Donc, il y a eu Bah, vraiment des changements majeurs dans la prise en compte, de la relation, du soignant avec l'animal, pour favoriser le soin parce que l'objectif, c'est le même, hein. C'est oui, mais c'est d'obtenir, ça. la meilleure qualité de soins et le meilleur suivi. Si l'animal, le propriétaire est incapable de lui donner son traitement à la maison parce que, il peut pas le toucher, c'est pas mieux. Donc, l'objectif final, c'était le même. Et c'est pour ça que, je te dis, si j'avais eu conscience de ça plus tôt, je pense que, je trouve que j'ai loupé un filon, en fait. J'aurais dû, ou je devrais, c'est pas encore trop tard, mais je Non, c'est devrais pas trop donner ce tard. cours-là, en fait, hein. Mais, Alors après, ouais, c'est pas trop tard, mais je sais même pas quand tu aurais le temps de le faire parce que, c'est je ça, en fait. étant donné, c'était ma question de se dire, il y a beaucoup de choses que tu fais bénévolement, ça, voilà. Oui, Mais l'idée, c'est de se dire que est-ce que quand même, tu arrives à trouver des petits moments pour toi ou des sas de décompression? Alors je crois que tu m'as dit que tu aimais bien, chanter, danser, jouer de la musique, en tout cas que ta fibre artistique ouais. était importante, mais est-ce que tu arrives à trouver, des temps ou un espace pour, les exprimer justement, ces qualités artistiques? Heu, alors ces derniers temps, pas tellement, mais bon, c'est vrai que oui, avec mon père, hein, je suis tombée un peu dans la musique, je suis tombée dans la marmite de la musique, comme on dit, Ouais. que je suis, enfant. Et ben, non, j'ai pas je en ce moment, pas trop. J'avoue que le bénévolat, de l'association ne me laisse pas vraiment de temps pour le faire, même si c'est vrai que chanter, danser et cetera, moi, c'est vraiment, des choses, que j'aime faire et et qui me font vraiment baisser en pression, voilà. Hem Hem et juste ce que je voulais dire aussi, c'est que ma ressource, en fait, essentielle, alors on en revient toujours au même point, en fait, hein, mais c'est vraiment mon besoin primaire, en fait, c'est d'être avec mes animaux. Mmh. Est-ce que tu en as, parce que tu disais que tes parents n'ont pas repris de chien, après Jessie. Est-ce que toi, quand tu as, Oui. créé ta famille et cetera, tu as forcément pris des animaux Ah oui, avec vous? ah bah, tout de suite, hein, c'était la première chose, hein. J'ai pris un chien direct, D'accord. voilà, Mina. Et puis, justement, alors là, c'est un peu la cata parce que bon, mes animaux forcément, en 30 ans, il y en a eu quelques-uns. Et là, mes 2 dernières chiennes, elles sont décédées, quasiment en même temps au mois d'octobre. Et là, j'avoue que ça m'a Ouais. laissé vraiment un très, très grand vide, donc je suis très mal, en fait. Donc je me sens de nouveau la moitié de moi-même. Alors bon, voilà, je m'épanche un peu, mais c'est vrai. C'est dur, dur, quoi, voilà. J'ai Mmh. j'ai plus mes refuges émotionnels et j'en bave quasiment autant là en ce moment que quand je me suis retrouvée, sans Jessie, quand elle a disparu. La différence en fait, c'est que mes chiennes, je les ai vues mourir, donc au moins je me torture pas l'esprit pour Ouais, tu savoir, sais ce qui s'est passé? voilà, je sais ce qu'elles ne souffrent plus, voilà. Et donc en fait, je dédie en fait systématiquement tout ce que je fais en ce moment à tous mes animaux, disparus, voilà. Je leur fais un gros bisou là où ils sont. On a eu beaucoup, beaucoup de vétos, à notre micro, et je pense que certains d'entre eux ont raconté aussi ces aspects-là, de la dualité du lien. Alors le lien professionnel avec l'animal, mais aussi le lien perso, la naissance de vocation, les liens très, très forts, qui existent entre eux, ça peut être un chien, ça peut être un cheval, on a vraiment eu des choses. Et puis, tu vois, tout à l'heure quand tu parlais, des critiques, je sais que pour avoir eu, la chance d'interviewer Jacqueline Pecker, elle disait la même chose, qu'elle se mettait au niveau, qu'elle parlait à des perroquets et cetera, et que, énormément de ses confrères, la prenaient pour une grande originale, mais
pour elle, c'était sa façon tout à fait naturelle, en tout cas, d'établir le lien avec l'animal et de gérer ses consultations. Et ça lui serait pas venu à l'idée de faire autrement. Donc, je pense que c'est une force aussi d'arriver à assumer qui on est en tant que personne et en tant que vétérinaire. Donc, mais c'est pas tous les jours facile. Le message en fait, que j'aimerais dire, alors déjà, c'est qu'il n'y a pas que la pratique qui définit le fait qu'on soit ou pas un bon véto. Ouais. On peut l'être aussi différemment, donc on peut aussi défendre l'animal comme un être intelligent, continuer à le faire. Et je pense que même les vétos en pratique, quelle que soit leur façon d'exercer, doivent maintenant euh, prendre ce parti-là, d'expliquer que les animaux sont des êtres intelligents, d'une autre intelligence, hein, évidemment, Mhm. conscients, sentients, sensibles, et qu'il faut prendre en compte ce lien-là. Voilà. Mhm. Et puis voilà, on a le droit d'être multiple aussi. On peut faire tout un tas de choses à côté. On peut ne pas être que véto. Voilà. Et puis le troisième message, c'est que on a le droit d'être sensible en fait. C'est pas grave. Moi, on me l'a beaucoup reproché, mais c'est normal en fait de l'être dans notre profession. C'est pas un Quand défaut. on a fait vétérinaire, Mhm. c'est bien que voilà, c'est pas un défaut. Et penser aux animaux avant tout, ça aide en fait en consultation vraiment. Ça aide à tisser des liens avec les animaux, mais ça aide même à tisser les liens avec leurs Avec leur propriétaires. Et d'autant plus maintenant que les propriétaires, avec les pet parents notamment, Mhm. d'énormément de montrer qu'on considère leur animal, Mhm. voilà, et qu'on considère le lien qu'ils ont avec leur animal. Ça, c'est hyper important. Oui, et Voilà. lien qui a beaucoup évolué parce que c'est vrai, comme tu le disais, sur les pet parents notamment, aujourd'hui, le chien, le chat, c'est un membre à part entière de la famille. On fête leurs anniversaires. Certains ont des comptes sur les réseaux sociaux. Alors, en tant que vétérinaire, on peut déplorer certains aspects de ce type de relation, notamment l'anthropomorphisme un peu poussé. Mais il est vrai que par contre, dans notre approche de la clientèle, c'est forcément un critère qu'on doit prendre en considération parce que la façon dont les gens se positionnent par rapport à leur animal a beaucoup évolué. Et donc, nous aussi, il faut qu'on évolue dans ce sens. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils font. Il faut savoir aussi replacer les choses à leur juste place, mais c'est indéniable que si on continue de faire comme on faisait avant, on passe à côté d'un certain nombre d'informations parce qu'ils fonctionnent plus du tout de la même façon, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, donc si on est dénigré ou pour cette sensibilité ou cette nouvelle sensibilité des vétérinaires, moi je dirais que c'est pas cette sensibilité ou cette sensiblerie qui est déplacée, c'est le jugement des autres. Mmh. Euh, Un peu plus de tolérance. Voilà, exactement. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire à ceux qui m'ont dit ça. Voilà. Le message est passé. Est-ce que Lorenza, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et sur lesquels tu voudrais t'exprimer, ou alors quelque chose qu'on a abordé sur lequel tu voudrais revenir ou apporter des précisions? Il y avait le sujet de l'hypersensibilité, parce que j'en parle un peu tout le long. Ouais. Et moi, en fait, c'est vrai que souvent, justement, on m'a dit que j'étais hypersensible, heu et et quelqu'un m'a dit que c'était complètement différent qu'être hyper émotive. Donc hyper émotive, en fait, il y a un côté impulsivité, en fait, avec un manque de gestion des émotions. Il y a beaucoup de gens maintenant qui disent que moi je pleure devant un film, donc je suis hypersensible. Et en fait, moi on m'a dit que c'était pas ça du tout. Ça c'est plutôt de l'émotivité. Et puis ceux qui sont hyper émotifs, ceux qui ne savent pas gérer leurs émotions, donc la tristesse, la colère, il y a beaucoup de Mmh. réactions vives, etc. Moi je fuis tout ça, hein, je fais toujours retomber la tension, je déteste les conflits. Et je pense qu'il y a, enfin, comme on me l'a dit, il y a vraiment une différence entre hyperémotivité et hypersensibilité. La sensibilité, c'est pas du niveau des émotions, c'est au niveau des sensations. Donc forcément, quand on a beaucoup de sensations, que ce soit des odeurs, des bruits, des lumières, le mouvement, etc., les sensations des autres, donc il y a Mmh. l'hyper-empathie dedans, et puis surtout les sensations des animaux qui m'assaillent particulièrement. C'est donc de ça que j'ai souffert en clinique.
en fait, surtout de la souffrance des animaux, de ce qu'ils me renvoyaient. Et ça, c'est pas de la magie, c'est pas un super pouvoir, hein. Je suis pas supérieure aux autres. Comme j'ai dit, je trouve ça même plutôt handicapant, mais je suis faite comme ça et donc il faut l'accepter. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui me parlent de diagnostic, qui me Oui, demandent parce que l'hypersensibilité, ça fait souvent partie d'un certain nombre de caractéristiques de neuroatypie, de TDAH, voilà. Et toi, c'est quelque chose que tu envisages le diagnostic ou pas du tout? Ah non, moi je l'envisage pas du tout. Je trouve que ça fait très longtemps que je suis comme ça. Je pense que quand on se fait diagnostiquer, c'est qu'on a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on a l'impression d'être différent des autres. Moi, je l'ai accepté depuis très longtemps en Ouais. fait. Ouais, je le sais, je l'ai accepté depuis très longtemps et j'ai pas vraiment de raison de vouloir le faire. Je pense que c'est pas grave, on est comme on est. Voilà, il faut s'accepter. Pas besoin de mettre un mot sur ce que Ouais. tu es. Tu t'es accepté, t'es en paix Voilà, avec toi. exactement, hein, je sais déjà qu'il y a des choses qui m'intéressent, qui intéressent personne, qu'il y a des choses que je comprends pas alors que ça paraît évident à d'autres. Je sais que je suis comme ça depuis enfant et voilà, je sais pas reconnaître de voitures, je sais pas reconnaître les gens dans les rues, mais je reconnais les chiens. Voilà et c'est comme ça et, et en clinique, eh ben j'étais comme ça aussi. Ça fait rire mon mari hein, qui me trouve un peu décalée maintenant. Voilà. Ça lui plaît bien. Voilà, mais de toute façon, alors neuroatypique, oui peut-être, hein, je ne sais pas, mais pour moi c'est pas une priorité. Voilà, j'ai Ouais. pas envie de le savoir et je dirais pas que je m'en fiche, mais Ça changera pas fondamentalement qui tu es ni la façon non, que tu as de le vivre. seulement, voilà. Après, ceux qui ont envie d'être diagnostiqués, ben très bien, hein, si ça peut les aider, c'est parfait, mais moi, je n'ai pas du tout ce besoin-là. Mmh. Est-ce que pour finir, il y a une maxime peut-être, un mantra, ou une petite phrase ou un mot qui t'accompagne ou qui te motive au quotidien? C'est de faire ce qu'on a envie, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, Mmh. c'est-à-dire, voilà, Faire ce ouais, qu'on aime. enfin, voilà, faut faire ce qu'on aime, et puis, ne pas, se laisser, voilà et puis ne ne pas trop faire attention au jugement des autres. Comme je disais, si quelqu'un vient en disant, «Ce que tu fais, c'est déplacé», ben, c'est voilà, moi je trouve que c'est plutôt les jugements qui sont déplacés et puis, moi mon mantra c'est, que juste, qu'on vive tous ensemble en fait, voilà. Quel Mmh. que soit, notre espèce, quel que soit notre milieu social, d'où on vient, quel que soit on peut tous s'accepter comme on est. Alors c'est attention, hein, c'est on va dire, c'est vraiment une maxime, un peu bizarre, mais c'est ça, j'allais dire c'est un peu peace and love, hein, mais je crois que c'est un peu comme ça, depuis le départ donc voilà, on peut pas se changer. Bah, s'accepter comme on est et accepter les autres comme ils sont. C'est Voilà. déjà, ça sera déjà super. En tout cas, un grand merci Lorenza. Ton parcours montre une fois de plus que le diplôme vétérinaire peut nous emmener bien au-delà de la clinique. Dans ton cas, vers la transmission, l'écriture, le droit, l'engagement associatif, la protection animale. Derrière toutes ces expériences, je pense qu'on va retenir deux choses: le lien aux autres, humains comme animaux, et surtout cette envie constante de prendre soin de l'autre, soin des autres. Merci en tout cas d'avoir partagé ta trajectoire, tes doutes, tes convictions avec autant de sincérité et je te souhaite, ainsi qu'à tous nos auditeurs et auditrices, un très très bel été avec du soleil, du temps pour toi et peut-être un peu de chant et de musique et de danse. Oui, merci et un grand merci à toi Annabelle. Merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.